Bienvenue dans ce nouvel épisode format podcast. Aujourd'hui, retour sur la vidéo Science Trash en explorant un sujet qui résonne chez beaucoup d'entre nous, les études supérieures et leur impact sur notre avenir professionnel. Dans un monde en constante évolution, quelle est la véritable valeur d'un diplôme supérieur? Est-ce un biais pour une carrière réussie ou simplement un point de départ? À travers mon propre voyage académique, jusqu'au bac+8 en mathématiques, je partagerai mes expériences, les défis et les opportunités que j'ai rencontrés en chemin. Nous déballerons également des statistiques, des témoignages et des faits révélateurs pour vous aider à naviguer dans le vaste univers des études supérieures et au-delà. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou simplement curieux de savoir ce que l'avenir pourrait vous réserver, ce podcast a quelque chose pour vous. Alors asseyez-vous, détendez-vous et embarquez avec moi avec cette aventure éducative. C'est parti! Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien, s'il vous plaît, commencer très brièvement à vous parler des études supérieures. Ça vous concerne absolument tous et je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est claire, faire des études quand même permet d'avoir une meilleure stabilité. Je suis sûr que vous êtes convaincus, pour beaucoup d'entre vous, que les études c'est quelque chose qu'on peut se passer assez facilement en trouvant notre propre chemin nous-mêmes et que c'est quelque chose qui peut se faire facilement, mais il ne faut pas oublier à l'esprit que quand vous êtes jeune, foncez vers vos passions, vers ce qui vous anime. C'est une chose que vous devez absolument faire. C'est quelque chose qui doit vous animer, que vous devez faire. Mais il ne faut pas oublier que grâce aux études supérieures, ça peut vous permettre d'avoir quand même des débouchés et des opportunités qui ne peut ne plus se représenter plus tard dans votre vie. Donc, si vous avez l'opportunité de faire des études, il faut que vous y réfléchissiez maintenant. Parce que c'est important et ça sera beaucoup plus difficile, ça sera toujours possible si vous êtes adulte, mais ça sera beaucoup plus difficile d'accéder aux études une fois adulte. Donc surtout, réfléchissez bien. Je ne dis pas qu'il faut absolument en faire ou qu'il ne faut pas absolument en faire, je dis juste que c'est un projet, d'accord, et qu'il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous donner la réalité des études supérieures en France. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand on fait des études déjà au lycée où les enseignements peuvent être compliqués avec un manque en tout cas de passion de la part des profs qui sont assez mal communiqués parfois, mais on a du mal à s'engager et à arriver à se projeter dans des études supérieures. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de se retrouver, de se recentrer et de réfléchir à comment je peux me projeter dans des études supérieures. Quelle est la valeur ajoutée à faire des études supérieures? Donc, soyons clairs, j'en ai parlé dans la vidéo de Science Trash, ça vaut déjà la valeur ajoutée au niveau du salaire. Faire des études supérieures vous permet d'avoir davantage d'opportunités professionnelles et d'avoir donc plus de stabilité au niveau du salaire. Il a été montré que des personnes qui sont sans diplôme et des personnes qui ont un diplôme grâce aux études supérieures peuvent avoir en moyenne des écarts de salaire jusqu'à 500 €, voire plus selon les secteurs d'activité. Bien sûr, ça dépend de vos passions, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, mais c'est quand même un gros plus. Par exemple, si vous souhaitez faire du montage, c'est sûr que pas forcément nécessairement besoin de diplôme, vous pouvez vous en sortir seul, en freelance et en vous démerdant un peu par vous-même, mais avec un BTS, vous arriverez mieux à vous vendre et à trouver davantage de clients dans des secteurs que vous n'aurez pas forcément l'opportunité d'avoir sans certains types de diplômes. Donc il faut bien réfléchir en tout cas à qu'est-ce que la valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée dans le projet, dans le projet d'études supérieures que je vais avoir. Donc toujours pensez à ça, essayez dans votre tête de vous dire que à partir du bac, quand vous êtes en terminale, voilà, à partir de maintenant, vous allez devoir construire. Les études supérieures, ce ne sont pas des études, même je vois beaucoup d'étudiants en prépa d'ailleurs, ils pensaient. Quand vous êtes en prépa, en classe prépa, vous pensez que vous êtes encore en études, mais oui, mais vous êtes en train de vous construire un projet professionnel. En classe prépa, vous préparez des écoles d'ingénieurs pour vous préparer à un projet professionnel d'ingénieur. C'est terrible à dire, mais après la terminale, vous avez fini, d'accord, la partie éducative, la partie études pures pour des études et avoir des bases solides. Maintenant, vous devez vous construire un projet et un parcours professionnel. Et les études influent énormément sur votre parcours professionnel. Si vous faites des études plutôt scientifiques, d'accord, vous n'êtes pas là pour avoir un parcours professionnel dans la littérature. Donc, il faut essayer il est toujours possible, en tout cas, c'est ça que quand j'étais enseignant, le mot d'ordre que je voulais marteler dans l'esprit de mes élèves, c'était surtout, vous pouvez toujours bifurquer.
Il faut comprendre que la vie n'est pas un couloir rectiligne qui vous bloque toujours dans une seule voie. Donc quand vous avez peur, vous avez plein de voies. Vous avez les universités, les classes prépa, les BTS, les BUT, les écoles d'ingénieurs, etc., etc. Mais quoi que vous choisissez, n'oubliez jamais que vous avez toujours cette possibilité, que ce soit en médecine, en sciences ou autre, de façonner votre vie telle que vous l'entendez. Il est important que vous le compreniez parce qu'il y a toujours des façons de bifurquer. J'ai une amie, donc expérience pour vous donner une expérience concrète, j'ai une amie qui a voulu démarrer une thèse de mathématiques. Elle avait fait le master d'analyse numérique de l'école polytechnique et elle avait voulu démarrer une thèse de mathématiques suite à cela. Et à la fin de sa première année de thèse, elle a arrêté et elle a décidé de retourner faire des études de médecine. Donc il est totalement possible, après un cursus en mathématiques, de rebifurquer en médecine. Pareil, j'ai un ami, Mario, qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo, qui lui hésite, après son parcours avec sa thèse en mathématiques et son parcours dans la data science, de repartir à zéro, faire des études de médecine. Et là, il a presque mon âge, il commence à d'être proche de la trentaine, mais pourtant il n'hésite pas. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est de l'expérience. C'est de pouvoir bifurquer, de pouvoir voyager, de pouvoir changer, de pouvoir faire absolument ce que l'on souhaite. Et c'est ça, la force qu'on a en France, c'est qu'on a la possibilité. Imaginez-vous aux États-Unis où il faut débourser une fortune pour faire des études. Alors qu'en France, nous avons la possibilité de façonner nos projets professionnels et de se réorienter aussi facilement qu'on le souhaite. Voilà. Si vous souhaitez, vous pouvez vous lancer en sciences. Si ça ne vous plaît pas, vous pourrez bifurquer. Donc, pas d'inquiétude, d'accord ? On n'est pas sur un couloir rectiligne, vous aurez la possibilité de changer. Après, voilà, quel est le gain que vous allez avoir, la valeur de vos études supérieures dans ce que vous souhaitez faire ? Il y a beaucoup qui veulent faire du jeu vidéo quand ils ne savent pas trop et qu'ils aiment les jeux vidéo. Oui, mais le monde du jeu vidéo est un marché qui propose certains types d'emplois. Est-ce que vous rentrez dans ce marché-là ? Réfléchissez vraiment absolument à toutes les étapes qui peuvent façonner votre parcours professionnel. Et les sciences, les mathématiques ouvrent énormément de possibilités et on a tendance à ne pas assez le voir en France et c'est un peu dommage parce que quand même il y a 20% du PIB, c'est une étude du CNRS que vous pouvez retrouver, à peu près un peu moins d'un tiers donc, du PIB français est impacté par les emplois en mathématiques. Donc il est essentiel quand même d'avoir de bonnes bases en mathématiques et d'arrêter de vouloir absolument en faire la gueule. Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de gens qui ont fait des écoles de commerce. Ils ont besoin quand même de bases mathématiques. Donc je ne vous dis pas tous de foncer sur des études de mathématiques. Je vous dis juste, ne négligez absolument pas cette matière parce qu'elle joue un rôle essentiel dans beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui en France. Et simplement les journalistes, j'ai envie de vous dire, quand vous les voyez des journalistes, ils n'ont pas ces bases-là et c'est un peu dommage parce que lorsqu'on regarde les médias, on aimerait bien avoir davantage de faits et davantage d'arguments scientifiques plutôt que d'avoir des interprétations ou juste répéter des facts qu'ils ont entendus de fausses sources des fois ou de sources qui ne sont pas fiables. Et avoir une logique mathématique, ça vous permet de vous forger un esprit critique, de vous forger un esprit qui raisonne, et c'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir cette base-là, quelles que soient même les études que vous allez adopter. Je sais qu'il y a beaucoup qui font la gueule aux maths, j'aimerais bien essayer de vous réconcilier au cours, en partie, en tout cas, en cours de ce podcast. Donc voilà. Réfléchissez bien à comment les études vont influencer sur votre parcours professionnel à travers donc les matières, à travers ce que vous allez y gagner et à travers les connaissances que vous allez engager là-dessus. Et est-ce que les métiers que vous allez avoir accès, que vous pourrez faire, sont des métiers qui sont ouverts, d'accord, qui sont assez ouverts dans le marché ? Il y a un marché qui est le marché de l'emploi. Est-ce que dans le marché de l'emploi, ce métier-là est assez accessible ou est-ce que c'est difficile ? Forgez-vous votre opinion et décidez vous-même, si vous hésitez sur certains secteurs, décidez de vous-même ce que vous souhaitez faire. Personne ne doit dicter ce que vous souhaitez faire. C'est à vous de faire votre propre choix. On est là, adultes, nous, en tout cas que là, pour essayer de vous aider et de vous guider et de vous conseiller. La rentabilité des études supérieures. J'en ai parlé, j'ai dit en moyenne c'est 500 € en plus. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Des analyses statistiques ont montré ça en tout cas et que ça permettait aussi d'avoir davantage des métiers de type cadre et davantage aussi des métiers stables type CDI. Mais est-ce que la stabilité est nécessaire ? Petite discussion sur est-ce que vaut mieux être salarié
ou entrepreneur. On fait beaucoup justement un peu la séparation voilà, salarié-entrepreneur. Moi, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je pense que les deux offrent d'excellents avantages et qu'on a tendance à trop facilement taper sur le salariat. Moi, je suis salarié et entrepreneur en même temps et j'ai la chance de pouvoir être salarié dans une entreprise qui me plaît. D'accord. L'entreprise Quantmetry est une entreprise qui a des valeurs que je partage. Donc en fait, c'est rare de trouver aujourd'hui voilà, des entreprises qui apportent de l'importance sur le bien-être de ses employés et j'ai réussi à trouver ça et j'en suis très content. Donc, être dans le salarial, c'est avoir une stabilité au niveau de l'emploi. C'est sûr, on a une tranquillité, on n'est pas en train de courir avec dire il me faut mon salaire à la fin du mois sinon je suis dans la merde pour mon crédit. Déjà, parce que ça c'est mon cas, moi j'ai des charges, et il faut que je paye mes charges à chaque fin de mois, il me les faut, c'est beaucoup de charges que j'ai, donc il me faut ce salaire. Donc je n'ai pas à courir auprès de ça déjà. Et deuxièmement, c'est surtout, bon, je cotise à la sécurité sociale, je cotise à ma mutuelle, je cotise à la retraite, je cotise au chômage, et toutes ces cotisations, je ne le ferais pas si j'étais entrepreneur, il faudrait que je le fasse de moi-même. Donc l'entrepreneuriat, malgré tout, ça n'offre pas cette stabilité et ça n'offre pas aussi toutes ces cotisations qui me permettent d'avoir des portes de sortie, des échappatoires ou même des solutions qui peuvent me sauver. Et pareil, quand vous êtes malade, vous avez la chance d'avoir donc des arrêts maladie quand vous êtes dans le salariat. Quand vous êtes malade et entrepreneur, vous payez totalement de vos poches. Donc l'entrepreneuriat a ce gros désavantage que le salariat que le salariat a comme avantage. Et c'est pour ça que je ne critiquerai pas autant le salariat que beaucoup le font. Et je pense que c'est aussi un choix de vie. Voilà, tout simplement, le salariat dans une entreprise où on vous traite bien, comme je suis par exemple, où vous avez un salaire convenable, où vous faites des choses passionnantes comme je fais aussi. Dans mon entreprise, je vous parlerai un peu de ce que je fais. Mais pourquoi se dire je vais entreprendre forcément des projets qui peuvent échouer, qui peuvent se casser la figure, et je n'arriverai pas à faire forcément ce qui me plaît alors que je peux arriver à le faire dans le salariat actuellement. Donc vous voyez que dans ma situation par exemple, il est un peu compliqué à se dire je vais me lancer entrepreneur. Et je reviens après quand même, je vais vous dire pourquoi ça peut être intéressant. Le salariat, en tout cas, ça offre pas mal d'avantages et surtout quand vous êtes cadre, ça vous permet une bonne évolution de carrière, de vous construire, d'apprendre, d'évoluer et surtout toujours de vouloir vous surpasser et aller de l'avant. Donc moi, quand j'entends beaucoup de gens critiquer cet aspect du salariat, justement en disant un patron veut faire de l'argent sur vous, veut vous utiliser, il ne veut pas votre bien, c'est faux. Un patron, bien sûr, c'est faux. Non, un patron veut se faire de l'argent sur vous, bien sûr, c'est le jeu. Si vous embauche, c'est pour que vous générez du bénéfice. Mais il ne veut pas forcément votre mal. Moi, mon patron et même mon entreprise s'attachent énormément, en tout cas, au fait que je sois bien, que mon bien-être soit là, que tout se passe bien pour moi. Et ils sont prêts même à m'aider sur mes projets entrepreneuriaux avec Science Trash. Et ils sont prêts à m'accompagner si j'ai besoin de quoi que ce soit. J'ai cette chance, d'accord, d'avoir une entreprise qui m'offre cela. Et je pense que tout le monde peut l'avoir. Absolument tout le monde peut avoir cette chance. Et c'est pas vrai de dire que le salariat, c'est quelque chose où on vous enferme forcément. Bien sûr qu'il y a des règles. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous allez avoir des règles. Une fois, j'ai fait une bêtise au sein de mon entreprise parce que j'ai fait quelque chose qui détériorait un peu l'image de l'entreprise et on m'a reprimé. Mais c'est normal. À un moment, quand vous êtes dans une école, il y a des règles, on est d'accord. Bon, quand vous êtes enseignant dans une école, vous avez beau vouloir enseigner de la façon dont vous voulez, vous êtes quand même dans un cadre qui est l'éducation nationale. Donc il est essentiel quand même de rester dans un cadre pour pouvoir cohabiter et travailler ensemble. Donc oui, quand vous allez être salarié, vous allez être certes encadré. Vous allez être encadré, vous allez avoir des règles, vous allez devoir faire attention à des choses parce que c'est votre responsabilité aussi. Et il ne faut pas les voir ça comme un poids. Il y a beaucoup qui le voient ça comme un poids, comme une souffrance. Si c'est le cas, bien sûr que là, ça va être plus compliqué. Mais il ne faut pas le voir ainsi. Et après, ça dépend aussi des collègues. Bon, moi, dans ma chance, la chance que j'ai, c'est que j'ai des collègues totalement formidables. Donc, Ensuite, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un autre aspect que j'ai engagé, que je commence beaucoup à engager actuellement à travers mes vidéos, parce que ça m'offre la possibilité, moi j'ai un rêve, ça m'offre la possibilité de réaliser un des rêves que j'ai toujours voulu réaliser. C'est très simple, c'est de créer une structure qui soit capable de réaliser les rêves des gens.
J'ai toujours voulu essayer de créer quelque chose qui permette aux gens d'accéder à ce qu'ils souhaitent et de pouvoir le fabriquer avec eux. Imaginez, vous avez Science Trash, une chaîne YouTube, et vous travaillez avec des collègues, Julia, Ikutsen ou d'autres gens, qui ont pour rêve de vouloir communiquer aux gens justement de la vulgarisation scientifique, de communiquer aux gens des valeurs scientifiques et des connaissances importantes en sciences. Et que vous êtes capable de réaliser ce rêve-là, franchement, il n'y a pas plus rentable pour moi. C'est pour ça que je n'arrêterai jamais Science Trash, parce que même quand il y a des coups de mou, des fois je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie de me dire cette semaine il n'y aura rien, mais j'ai pas envie d'arrêter à cause d'eux, parce que c'est eux qui me poussent chaque jour à me dire j'ai envie de réaliser ce qu'ils souhaitent, j'ai envie de me lever pour eux. Et j'ai envie demain de dire je recrute quelqu'un parce que j'ai envie de recruter une personne pour réaliser son objectif, pour réaliser son rêve. Et quand vous pensez que le salariat est forcément là pour marteler un employé, c'est faux. Tous les patrons ne sont pas comme ça. Il y a des patrons qui voudront vous aider à réaliser vos objectifs. Et ça, c'est la plus belle chose que moi, j'aimerais réaliser l'objectif des gens qui m'entourent et des gens que je souhaite. Alors, c'est pas facile parce que ça demande des moyens et c'est moi qui dois débloquer ces moyens pour réaliser le rêve des gens. Donc, vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est de la responsabilité, c'est trouver donc les démarches pour lever des fonds, lever de l'argent. Alors, d'ailleurs, pour vous expliquer comment ça se passe, quand vous vous laissez en tant qu'entrepreneur, vous devez déjà décider du statut de votre entreprise. Est-ce que vous montez une SASU, une SAS, une entreprise individuelle? Qu'est-ce que vous lancez? Une URL, etc. Une entreprise il y a différents statuts d'entreprise, il faut y réfléchir selon ce que vous souhaitez faire. Par exemple, moi, c'est une SAS, j'ai des associés. J'ai ouvert une SAS qui s'appelle Fractalium avec des associés qui est Antoine et Nathaniel. Et avec eux, on essaye de développer un projet. D'accord, je ne vais pas m'étendre ici là-dessus, je reviendrai sur un autre podcast là-dessus. Et à partir de ça, il faut réfléchir à comment on construit un projet là-dessus, préparer un pitch deck pour des présentations peut-être afin de lever des fonds ou afin d'avoir des subventions, afin de demander des subventions en tout cas à l'État ou autre. Donc l'entrepreneuriat, ça vous demande d'être professionnel, d'avoir une stratégie, ça vous demande de chercher de l'argent, ça vous demande de vous remettre en question constamment. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez y gagner? Vous n'allez pas y gagner de l'argent énormément en fait au début. Parce que l'argent, vous allez devoir y dépenser déjà une grande partie pour les impôts, la majorité. Surtout dans le cas d'une SAS, moi j'y toucherai quasiment pas parce que mon objectif c'est de pouvoir payer plus un salarié qui pourra s'épanouir dans le cas de mon entreprise. Mais concrètement, mon projet n'est pas dans le cas de l'entrepreneuriat, de me développer personnellement. Donc vous voyez qu'il y a deux aspects quand même entre salariat et entrepreneuriat. Le salariat, c'est plus pour vous, alors que l'entrepreneuriat, vous allez devoir avoir une éthique et surtout penser à être davantage, si vous le souhaitez, en tout cas être bon entrepreneur, tout le monde ne le souhaite pas, mais à être plus dans le partage et dans des valeurs que vous souhaitez communiquer. Dans mon cas, le Bac+8, ça a eu un impact quand même fort sur ce type de choix parce que ça m'offre énormément de possibilités où je peux m'épanouir dans le monde salarial. Donc j'ai souhaité garder cet aspect-là parce que j'aime la recherche, j'aime ce que je fais et ça a été mon choix de me dire je vais faire des études supérieures pour engager un projet dans lequel je vais pouvoir évoluer, apprendre et me développer. Et c'est ce que je fais actuellement. Et peut-être qu'un jour, si je dois arrêter le salarial, ça sera peut-être d'abord à mi-temps avant de d'arrêter totalement. Je me mettrai d'abord à mi-temps et ensuite j'arrêterai pour me concentrer 100% à l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas du tout une envie ou un projet actuellement. Deuxièmement, le Bac+8, ça m'a apporté quand même, les études supérieures en général même, ça m'a apporté quand même beaucoup de culture, de remise en question et ça m'a appris quand même comment à me surpasser moi-même. Un moment, vous allez être seul face aux difficultés. Comment vous surmontez les difficultés? Ça m'a appris tout ça, malgré tout, à passer un Bac+8. Et c'est vrai qu'entre le master et la thèse, il y a ce moment-là où vous dites, quand je suis face à une difficulté, comment je dois réagir? Ça m'a appris justement cet aspect-là, c'est la réaction. Comment je dois faire quand j'ai un mur en face de moi pour le surmonter. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec du recul, avec de la maturité du savoir, je parle. La maturité, c'est-à-dire quand vous avez acquis un gros savoir, prendre le temps de maturer, de prendre le temps de cultiver le savoir que vous avez emmagasiné pour bien s'en imprégner et le restituer.
Donc c'est tout ça que ça m'a appris, mais certaines personnes, j'ai un ami, donc Antoine, lui en revanche a décidé en sortant il n'a pas encore sorti, mais il y en a certains d'autres même, d'amis à moi, en sortant d'école, eux ont décidé de monter leur entreprise et de se lancer dans un incubateur, une start-up, et lever des fonds et montrer leur propre boîte. C'est un projet. Le projet entrepreneurial après des études supérieures peut vous propulser très loin. J'ai donc une connaissance, même plusieurs connaissances qui se sont mis à Lille dans l'incubateur Europatech, qui est un gros incubateur, le plus gros incubateur, je crois, européen même. Et dans ce gros incubateur, ils ont décidé de lancer leur start-up, leurs produits et de se lancer là-dedans. L'un de mes amis, je ne le cache pas, il est fatigué, il me dit que il a le poids tous les jours de faire tenir ses employés, trouver de l'argent, de trouver des clients, de démarcher son produit. Mais il aime ce qu'il fait et c'est ça qu'il voulait, c'est être son propre chef, c'est développer sa propre structure. J'en ai beaucoup qui l'ont fait, qui se sont lancés là-dessus et qui ont décidé après coup de revenir à un statut de salarié, et d'autres qui ont décidé aussi des fois de se dire de tout arrêter et de reprendre avec des études différentes vers une voie qu'ils souhaitaient explorer. Donc tout est possible. Quand vous allez commencer vos études supérieures, vous ne saurez pas forcément vers quoi vous diriger, et c'est pas grave. En fait, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande souvent quand vous commencez des études, c'est surtout de ne pas vous inquiéter, d'avoir une stratégie de parcours professionnel en tout cas en tête, mais le métier exactement, le projet entrepreneur ou salarial, tout ça viendra avec le temps et vous le sentirez en vous surtout en fait. Donc vous avez le temps, prenez le temps. Donc j'étais justement sur les débouchés et la réalité un peu professionnelle. L'exploration des opportunités dans le secteur, en tout cas que ce soit académique ou privé, peuvent être différentes selon votre niveau d'études. Quand vous venez du milieu académique, en tout cas, université, classe prépa, école d'ingé, académique, si vous arrêtez au bout de 3 ans, vous allez avoir, en tout cas à partir de ça, des opportunités qui vont être différentes que si vous allez aller jusqu'à Bac+5. En effet, aujourd'hui, dans le secteur de l'emploi, il commence à être de plus en plus difficile de trouver des métiers. D'accord ? Trouver un travail qui vous plaît et qui paye assez bien avec l'inflation qu'on vit aujourd'hui commence à être de plus en plus difficile, et j'entends beaucoup de jeunes dire « moi de toute façon je trouve un travail facile avec les connaissances que j'ai », mais en fait, désolé de le dire, mais personne ne trouve un travail facilement. Je connais peu de personnes qui trouvent un travail facilement. Alors trouver un travail facilement en passant des concours de la fonction publique, ça va. Il y a beaucoup de gens qui passent par les concours de la fonction publique parce qu'ils deviennent fonctionnaires et à partir de là, ils ont une stabilité. Mais quand vous n'avez pas ça, moi j'ai eu cette chance, quand j'ai passé l'agrégation de mathématiques, j'ai pu devenir enseignant agrégé et avoir cette stabilité-là. Mais quand vous n'avez pas ça, vous n'avez pas du coup cette facilité-là et cette stabilité. Vous allez devoir faire un CV, des entretiens d'embauche et vous allez voir que le monde justement professionnel est impitoyable. C'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver un emploi. Vous allez envoyer 50 CV, il n'y en a que 2 qui vont vous répondre et vous aurez peut-être qu'un seul entretien sur 50. C'est très difficile. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème personnellement, j'ai eu de la chance, mais tout mon entourage l'a eu. C'est démoralisant. J'ai un ami qui a fait une période dépressive assez lourde pendant 1 an à cause de ça. C'est vraiment une sale période pour moi parce que c'est un ami qui a arrêté sa thèse en plein milieu, donc avec son master justement de son école d'ingé, il voulait trouver un emploi. D'accord ? Comme il était dans le milieu de la chimie, il n'avait absolument personne. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, du coup, il a travaillé un peu sur Trash avec moi pendant un moment, mais comme il avait fait des études scientifiques, faire de la rédaction, de vulgarisation scientifique, ça lui plaisait, hein, il s'est donné à fond. Mais c'est pas facile, c'est pas ce qu'il voulait. Il a mis du temps. C'est pas facile à trouver un emploi. Il a pris son temps, il l'a eu à la fin, mais ça a mis énormément de temps et je peux vous dire que c'est très dur. Alors, comment faire pour justement pallier à cette difficulté-là ? Il faut acquérir absolument des skills. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais il est important de ne pas juste se cantonner à dire je suis bon en sciences, ça me suffit. Aujourd'hui, il faut acquérir des compétences de communication, de marketing, savoir vendre, savoir être flexible, d'accord, savoir acquérir des compétences des fois pratiques. Ces soft skills sont essentiels parce que lorsque vous allez vouloir vous démarquer face à d'autres profils, c'est avec ça que vous allez vous démarquer, surtout à l'entretien d'embauche. Et c'est ça que vous devez penser, comment je peux me démarquer des autres et comment je peux me mettre en valeur. Mettez-vous en valeur. En fait, la difficulté quand vous devez chercher un emploi,
Moi, j'ai cette tendance-là, personnellement, j'ai tendance à trop me dévaluer. À l'entretien ou sur le CV, j'oublie même des fois de mettre mes compétences. Voilà, c'est un défaut. Alors, pour ça, comment apprendre à se mettre en valeur? Moi, je me suis rapproché d'amis qui sont en communication ou autres et qui m'ont appris à faire ça. N'hésitez pas, voilà, à vous rapprocher des gens qui ont les connaissances justement pour vous aider, pour vous aider à monter en compétences, à apprendre en tout cas à aller de l'avant. C'est ça en tout cas qui peut énormément aider. La flexibilité professionnelle est essentielle, c'est-à-dire qu'avec votre diplôme, vous avez un diplôme, imaginons, en tractopelle, ok, et vous devez chercher un travail et personne ne veut de tractopelle, s'intéresse en tout cas à votre diplôme de tractopelle. J'adore les tractopelles, c'est très bien comme exemple. Alors comment vous allez faire? Vous devez transformer aussi l'essai. Transformer votre diplôme en tractopelle en une utilité dans certains secteurs. Dire, je suis désolé, toi avec ta brouette, je peux te montrer que mon diplôme en tractopelle peut être utile pour mieux utiliser ta brouette. Et le démontrer. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est un peu imagé violemment, mais quelle que soit l'étude que vous faites, à la fin, vous allez avoir un diplôme et ce diplôme peut vous donner différents métiers. À vous de montrer comment vous pouvez vous mettre en valeur dans ces métiers-là. Moi, par exemple, dans mon diplôme de mathématiques pures, c'est mathématiques pures, j'ai développé des applications en traitement du signal et avec ces applications en traitement du signal, j'ai utilisé mes connaissances en probastat et j'ai appris de manière assez en autodidacte beaucoup de choses en machine learning, j'ai fait des concours en machine learning aussi sur Kaggle et avec tout ça, j'ai essayé de mettre en valeur toutes les compétences que j'ai acquises jusqu'à maintenant pour montrer que j'avais ma place pour aider des cabinets de conseil comme ma boîte actuellement en IA pour développer en tout cas leur stratégie en série temporelle. Montrer comment on peut mieux analyser les signaux parce que c'est ma spécialité d'application à partir de ma thèse. Donc j'ai utilisé quand même un diplôme de thèse en mathématiques pures, en analyse multifractale, un truc super abstrait, pour réussir à avoir des applications concrètes et utiles en intelligence artificielle. Vous voyez comment on peut transformer l'essai? Et ça, c'est très difficile. Ça demande du temps. Ça m'a demandé 1 an. Donc, je vous cache pas que ça demande du temps. Et il y a beaucoup de thésards, quand ils sont en thèse, ils se demandent mais comment on peut réussir à justement s'ouvrir des voies? Pour s'ouvrir des voies, il faut prendre le temps d'être curieux et d'apprendre par soi-même aussi. Et de ne pas hésiter à faire des formations qui vous ouvrent des portes et qui vous plaisent, tout simplement. J'aurais pu faire ça aussi, voilà, je sais un peu monter. Pourquoi j'aurais pas fait une formation de montage et devenir monteur? Alors, le problème, c'est que je ne supporte pas monter. Moi, rester devant un écran déjà tout le temps, ça m'énerve. Mais ça aurait été une possibilité. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités sur la façon dont vous pouvez, en tout cas, agir sur votre employabilité post-diplôme. Les défis de l'insertion professionnelle aussi, que ce soit en France, elles sont présentes, c'est difficile. Mais il ne faut pas se fermer les portes à la France. Il y a aussi le monde à l'international. Vous pouvez toujours vous dire qu'à partir de vos études supérieures, vous pouvez aller faire quelques années à l'étranger et réfléchir à comment je peux me projeter sur un stage déjà ou un emploi à l'étranger. Et est-ce que ça me conviendrait? Apprenez à vous connaître. Je pense qu'on le dit peu aux gens, mais la chose la plus essentielle, quel que soit le choix que vous faites, c'est apprenez à vous connaître vous-même. Quel que soit le choix professionnel que vous faites, apprenez à savoir ce que vous aimez comme job, ce que vous aimez faire dans votre job, ce que vous aimez pratiquer au quotidien et ce que vous aimez surtout dans ce que vous allez concevoir et faire. Voilà, apprenez à savoir quel milieu, en tout cas, vous attire le plus. Apprenez à vous connaître vous-même et à savoir ce qui vous fait du bien et restez-y. Moi, j'ai encore du mal à ça. Je cherche à apprendre à me connaître encore. Il y a tout âge à apprendre à se connaître. Moi, j'apprends à me connaître, par exemple, sur ce qui me convient dans la tranquillité que m'apporte mon emploi aujourd'hui. Mon emploi aujourd'hui m'apaise sur beaucoup d'aspects et j'ai besoin de savoir aujourd'hui quels sont exactement les aspects qui me plaisent le plus. J'essaye d'apprendre ça sur moi-même aujourd'hui, au quotidien. Là, hop. Je travaille sur un problème d'optimisation, qu'est-ce qui me plaît exactement là-dessus, tatati, j'apprends à me connaître. Il faut que constamment, tout le monde, tous les jours, se pose 5 minutes et cherche à apprendre un peu à se connaître soi-même. Et c'est ça le vrai défi de l'insertion professionnelle, que ce soit en France ou à l'étranger aussi.
C'est voilà, savoir ce qui vous met en tout cas à l'aise dans ce que vous allez faire et dans ce que vous allez en tout cas réaliser dans votre futur métier. Et dans votre parcours justement aussi, voilà, dans vos études supérieures, c'est aussi ça, le chemin que vous allez parcourir dans vos études supérieures, c'est qu'un chemin pour vous amener justement à tout ça. Donc il ne faut pas en avoir peur, hein. Les gens ont beaucoup peur de dire putain 5 ans c'est long, 8 ans encore plus. Oh là, les études c'est ci, c'est ça. Non mais les études en fait, il ne faut pas le voir comme une souffrance, il faut le voir comme un moment justement d'éveil, un moment où vous pouvez aussi monter en compétences rapidement, monter des projets, être flexible, développer vos soft skills, faire plein de choses. Soyez multi-résolution, j'allais dire. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Soyez multitâche un peu et soyez proactif. Soyez actif, c'est le moment où vous pouvez l'être. Ensuite, l'utilité des diplômes supérieurs dans les entreprises. Concrètement, ça sert à quoi d'avoir des gros diplômes à la fin, alors que des fois on me demande que de réaliser des tâches qui ne nécessitent pas forcément mon diplôme. Les avantages pour les entreprises d'embaucher des gens diplômés, c'est pouvoir se reposer sur les compétences déjà qu'ils ont acquis au cours de leurs études. Ça, c'est indéniable. On est tous d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas seulement ça que recherchent les entreprises. Personnellement, dans mon cadre, à moi, entrepreneurial, là cette fois, je mets ma casquette de patron. Si je veux recruter quelqu'un, je préférerais recruter quelqu'un qui a un minimum de diplôme parce que tout simplement, il a déjà un cadre en tête. Il a déjà subi le cadre scolaire, certes, mais il a déjà connu un cadre de formation de la pensée, d'organisation de travail qui lui permet d'être organisé. Parce que les études supérieures, malgré tout, ça va vous obliger à être très organisé. Quand vous êtes au lycée, vous êtes encore un peu brouillon ou autre. Quand vous rentrez dans les études supérieures, si vous n'êtes pas organisé, ça va être très compliqué. Et je connais beaucoup de gens qui ont donc des syndromes pathologiques, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, hein, c'est assez privé, mais qui ont des difficultés à être bien organisés. Et ça leur joue énormément de tours dans le supérieur. Et moi, lorsque j'embauche quelqu'un, en tout cas qui a un diplôme, je suis conforté sur une chose. La personne va être carrée, va vouloir se donner du mal pour bien faire les choses. Et en plus de ça, je peux me reposer sur ses compétences qu'elle a acquises, cette personne, durant ses années d'études, pour pouvoir développer des choses dessus, de manière flexible, en adaptant à travers ses connaissances et à travers ce que j'ai envie, ce que je souhaite. Et en plus de ça, ça va permettre aussi de m'ouvrir à des opportunités que je n'avais pas en vue. Un exemple simple, lorsqu'on ouvre une start-up, on a souvent besoin de marketing. Le marketing demande à vouloir chercher des opportunités commerciales à travers justement une image de marque. Pour ça, il faut utiliser souvent des compétences qui sont assez difficiles pour des scientifiques, et il y a beaucoup de nouveaux emplois qui ont vu le jour et qui viennent des États-Unis et de d'autres pays, qui sont les growth hackers ou les growth marketeurs, des personnes qui vont être là pour justement servir de levier pour développer en tout cas vos activités. Et ces personnes-là, la chose qui font leur force et qu'on a peu pour beaucoup de scientifiques, c'est d'énormes puissances de soft skills. Ils sont agiles, ils connaissent les méthodes de stratégie pour être agiles et créer donc un système de management dans votre entreprise qui vous permet d'être efficace, rapide et perdre peu de temps. Ils sont curieux, ils savent innover. Dans les idées, je parle. Ils savent des choses, ils savent communiquer efficacement, ils savent utiliser en tout cas vos besoins pour les rendre davantage pratiques. Ce sont des métiers, par exemple comme ça, qui sont vraiment très pratiques aujourd'hui. Et pourtant, en termes, regardez, si on prend du recul, on dit mais qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, quoi. Ils ont appris en fait justement tout ça pendant 3 ans. Vous imaginez, même plus certains. Ils ont appris à optimiser tellement de choses. Ils y connaissent parfaitement sur le marketing, la communication, les aspects commerciaux. Et ils peuvent être très, très techniques sur certains sujets en business. Et pouvoir se reposer sur ce type de personnes qui ont quelques années d'études, moi, personnellement, je préfère. Je sais que quelqu'un qui a allé jusqu'à Bac+5, il aura vu plein de choses durant 5 ans, de façon diverse et variée, et qu'il a une expérience au moins stable. C'est ça, en tout cas, que je pense que l'un des avantages, en tout cas, à embaucher des diplômés, et surtout pour moi là-dessus. Alors, pour les docteurs, n'en parlons pas, parce que les jeunes docteurs, dans la vidéo, on en parle, permettent aux entreprises d'avoir le CIR, et ce qui permet d'avoir un gros revenu. Mais en plus de ça, les jeunes docteurs permettent aussi d'accélérer
aussi pas mal d'aspects de son entreprise. Alors, il y a beaucoup de dispositifs, en tout cas d'aide à l'embauche aujourd'hui, que ce soit donc justement par exemple avec ce CIR, avec les jeunes chercheurs. Mais il ne faut pas oublier que la chose qui aide le plus à l'embauche pour quelqu'un qui cherche un emploi, c'est la façon dont aussi, donc je vous l'avais dit, elle se démarque. Mais se démarquer, ça peut être aussi à travers tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui, alors moi ça me dépasse, je suis un peu désolé, alors là je suis un peu vieux pour ça, c'est le personal branding. Alors pourtant je le pratique beaucoup. Le personal branding, c'est l'image personnelle que vous allez renvoyer sur les réseaux sociaux qui permettent de vous mettre en avant. Et aujourd'hui, les gens qui arrivent à bien utiliser ça, ça leur permet de trouver en tout cas des opportunités qu'ils n'auraient pas trouvées avant. Le personal branding, c'est même pour les jeunes aujourd'hui, je l'ai vu, des jeunes de 17, 18, 19 ans qui l'utilisent de manière subtile, assez bien, sur LinkedIn par exemple, mettre en avant leurs projets, mettre en avant leur projet, leur travail, ce qu'ils souhaitent faire. Je vois beaucoup de centraliens là-dessus, bizarrement, j'ai envie de dire. En tout cas, je vois beaucoup d'étudiants aussi se lancer là-dessus, mais ça permet en tout cas de se mettre en valeur et de les aider à trouver plus facilement un emploi. Et ça, c'est important. Il faut y penser. C'est quelque chose qui permet de se démarquer. Et donc, à partir de là, vous avez dans vos écoles ou autres des dispositifs aussi pour vous aider à vous insérer professionnellement. Il faut des fois s'informer ou les chercher soi-même. Il y a aussi des associations. Il y a aussi le réseautage, savoir utiliser son réseau. Quand vous êtes quelqu'un d'introverti, vous n'avez pas beaucoup de réseau. D'accord, certes. Mais vous avez des leviers. Ces leviers, ce sont en fait des choses assez simples qu'on ne pense pas quand on est quelqu'un de timide ou qu'on est un peu introverti. C'est tout simplement déjà vos proches, vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, qui eux ont leur réseau et qui peuvent vous aider peut-être, mais qu'il faut surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Et je sais que ça a été une des difficultés que moi j'ai énormément eu et que j'ai énormément vu aussi, c'est qu'il nous est difficile quand on cherche un travail, souvent, ou même quand on cherche des opportunités professionnelles, à demander de l'aide. C'est dur. C'est terriblement dur parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, on ne se sent pas bien, on se sent stressé. Et pareil, lorsqu'on cherche de l'aide pour son parcours professionnel ou pour son parcours d'études, on a peur. Je me souviens d'étudiantes qui étaient en biologie, tout simplement, ils étaient en licence de bio, et elles avaient honte de se réorienter. Alors que pour moi, je ne comprenais pas. Vous vous imaginez, pour moi, la réorientation, c'est quelque chose de naturel. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais parce qu'elle nous disait, monsieur, on a honte parce qu'on a honte surtout d'en parler à nos parents. Aller dire à nos parents qu'on souhaite se réorienter, pour eux, c'était la mort. Elles avaient peur de parler à leurs proches, elles avaient peur de communiquer sur leurs envies, leurs projets, alors que c'est essentiel. C'est les premières personnes qui peuvent vous aider et aussi qui doivent vous accompagner. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir, en tout cas, donner la possibilité à chacun des gens qu'il y a autour de moi et avec qui je communique actuellement, d'avoir un accompagnement pour les mener au bout de leurs projets, de leurs envies et de leur, parcours professionnel. C'est essentiel pour moi, j'ai envie de me sentir utile et me sentir utile en sachant pouvoir aider des gens, il y a rien de plus gratifiant et qui permettrait de bien dormir. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos petits projets. Si vous avez des questions ou autres, je serai le premier à vous aider et à vous accompagner dans cette perspective. Car c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et moi, c'est très simple, ça ne sera pas payant, je vous rassure, c'est gratuit. Je fais ça parce que j'en ai envie. Voilà, donc en tout cas, réfléchissez bien à tout ça et n'hésitez pas à parler autour de vous de tous ces leviers pour vous aider en tout cas à trouver un emploi ou même à savoir choisir tout simplement le cursus professionnel que vous souhaitez faire. Alors, l'avenir des diplômes dans un monde aussi qui évolue, c'est pas facile. Aujourd'hui, il y a les IA, demain il y aura l'hydrogène, ensuite il y aura la révolution énergétique et environnementale. Tout ça nous pousse à avoir une réflexion sur la place de nos diplômes dans le développement justement actuel de nos technologies. Et là-dessus, c'est très simple. Il faut savoir, encore une fois, être flexible. Moi, à partir des mathématiques, j'ai quand même gardé des compétences en informatique pour pouvoir justement switcher assez rapidement. Je conseille à tout le monde de toujours garder une carte sous sa main. C'est une sorte de joker. D'accord ? Une carte, tac, et vous la jouez.
J'ai appris à coder quand j'avais 13 ans. Mon premier site internet, alors à l'époque ça s'appelait Full Metal Alchemist. Donc c'était Full Metal Alchemist Event. Ensuite il y avait Final Fantasy Ultime et ensuite Puissance Naruto. Ce sont des sites sur lesquels j'ai travaillé, j'ai été rédacteur et ensuite j'ai même élaboré une partie du site et j'ai même appris à Macromedia Flash Player à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, pour faire des animations Flash. J'ai appris tout ça à 13, 14, 15 ans pour pouvoir travailler sur des sites internet. Donc j'ai développé des compétences informatiques et c'est là où j'ai vu un danger parce que j'étais un peu trop addict. Donc je me suis dit, il faut absolument pas que j'en fasse mon métier parce que sinon je suis foutu. Donc j'ai dit, je vais développer plutôt mes compétences en mathématiques parce que je suis passionné par ce domaine-là. Et à la fin, j'ai gardé cette carte en moi quand même de l'informatique en me disant, un jour ça me servira. Et quand j'ai commencé ma thèse, j'ai dit à mes directeurs, je veux quand même une partie informatique dans ma thèse parce que j'ai besoin de développer encore cette compétence pour jouer cette carte un jour si j'en ai besoin. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et je conseille aux gens de toujours garder une flexibilité par rapport aux nouvelles technologies. Par exemple, avec l'hydrogène, il y a un enjeu qui se jouera dans le futur. Avec les intelligences artificielles aussi, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines. Que ce soit la diplomatie, la géopolitique, que ce soit dans des domaines autres, que ce soit bien sûr dans l'éducation. Il y a tellement de possibilités. On vit aujourd'hui une révolution quand même en termes de possibilités. Vous pouvez apprendre vite, vous acquérir des compétences facilement, rapidement. Vous pouvez être assez facilement flexible dans ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire switcher d'un domaine à un autre assez rapidement. Et il peut être facile de discuter aujourd'hui aussi avec des gens qui peuvent vous aider et vous accompagner. Utilisez tout ça justement pour avoir la bonne réflexion sur comment je dois choisir mon avenir professionnel. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par exemple, quand j'étais jeune, quand j'étais en terminale, ma mère s'en souvient encore et elle n'arrête pas de me le ressortir même pour se moquer de moi, mais j'ai toujours dit que si la science ne matchait pas avec moi, ce n'était pas grave. Je souhaitais toujours me dire, je me lancerai dans une école hôtelière et je serai restaurateur, pâtissier. Voilà, je me disais, je me lancerai dans la pâtisserie ou en tant que chef cuistot, parce que j'ai une hargne, hein, j'aime les défis, donc je me serais sûrement lancé dans la cuisine. Après, c'est très dur, donc j'avais plus peur de tomber là-dedans, parce que c'est vraiment trop dur pour être un bon chef en France. Je me suis dit, je n'ai pas envie tellement de ça, j'espère réussir dans les sciences, sinon j'irai là-bas, parce que ça me passionnait, la cuisine. Mais, vous voyez, j'ai choisi ça en me disant, parce que y aura toujours de la demande là-dessus, hein, de la restauration, et c'est passionnant, personnellement, j'adore ça. Voilà. Et il n'y a pas de sous-métier, hein, c'est pas parce qu'on vit dans un milieu où aujourd'hui on met en avant les hauts diplômes que les métiers de l'artisanat sont des sous-métiers, tout au contraire. J'ai mon cousin qui est soudeur et franchement quand je vois ce qu'il est capable de faire en termes de soudure, il fait partie des rares meilleurs soudeurs de France dans son domaine parce qu'il a des certifications qui lui permettent de souder dans des conditions extrêmes. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir choisir votre avenir assez facilement. Choisissez-la, n'hésitez pas, faites ce qui vous plaît. Apprenez, soyez curieux, apprenez de vous-même, n'attendez pas que quelqu'un vous donne un livre, je vous en supplie. Soyez curieux, allez voir de vous-même le monde et éveillez-vous. Et pensez toujours à vous dire quand même, vous devez quand même avoir des bases solides dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Je n'étais pas bon au début en termes de communication, j'étais très timide au collège, introverti. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux m'exprimer, à mieux en tout cas rédiger et écrire des lettres ou des mots pour communiquer. Aujourd'hui, il devient essentiel, même pour moi, d'avoir cette base. Il faut avoir des bonnes bases en tout pour pouvoir vous développer en tant qu'adulte, en tant que personne, mais surtout en tant que citoyen. C'est pour ça que, quel que soit vos études que vous souhaitez entreprendre, ne négligez absolument aucun aspect, dont les mathématiques et dont aussi ce que vous souhaiterez, en tout cas, entreprendre. Aussi, je vais aborder un point un peu compliqué. Il est nécessaire aujourd'hui, quand vous souhaitez vous lancer dans un métier, gardez en tête qu'il est important d'innover et qu'il est important de continuer à aller dans le domaine de la recherche, quel qu'il soit. En effet, l'innovation et la recherche, ce sont deux domaines qui permettent à notre société d'avancer, en fait. Même pour les vidéos YouTube, Science Trash, la vidéo sur le bac plus 8 ou autre, c'est une idée d'innovation que je voulais mettre en avant sur YouTube, parler justement un peu de sujets qu'on parle peu sur YouTube.
tout simplement. La criminologie, la vidéo justement d'il y a 2 semaines, c'était aussi ça. C'est la vidéo sur Science Trash sur la criminologie, les crimes. Comment faire le crime parfait. Cette idée de vidéo, c'était aussi pour dire, c'est un domaine scientifique qui me plaît. Il y a un grand domaine en sciences que j'ai beaucoup aimé, c'était la morpho-analyse des traces de sang. Et j'ai voulu un peu essayer de détailler ça au cours de cette vidéo. Et c'était pas présent sur YouTube, c'était pas présent dans les débats, en tout cas scientifiques, et j'ai voulu le placer. Dire, il y a un intérêt scientifique de parler de ces choses-là, alors allons-y. Donc il faut innover pour faire avancer aussi notre société, pour faire aussi avancer nos technologies et pour pouvoir aussi avancer en tant qu'être humain, pour nous remettre en question et pour aller aussi de l'avant. La recherche et le développement aussi, la R&D est là pour ça. Des fois, elle mène à rien. On voit beaucoup, on dit ouais, les chercheurs cherchent beaucoup mais ils trouvent peu. Oui, mais c'est pas grave. On ne demande pas à un chercheur de tout de suite tout trouver. On demande à un chercheur de quand même élaborer une base de recherche à partir d'ailleurs de recherches souvent qui sont passées pour justement avancer sur ce qui a été fait, amener sa pierre à l'édifice, pas forcément construire l'édifice, mais amener sa pierre à l'édifice, c'est déjà énorme. Et à la fin, peut-être que ça va permettre à des gens de révolutionner le monde. Il ne faut pas croire que la formule E égale MC2 qui a été mise en valeur par Einstein a été comme ça. Il a eu besoin de l'aide d'Henri Poincaré, par exemple, de mathématiciens. Et Henri Poincaré, pour construire cette formule E égale MC2, parce que ça vient de E égale MC2, vient d'Henri Poincaré, pour mettre en place cette formule, il a eu besoin d'énormément de monde. La recherche et le développement sont la base qui permettent quand même à notre monde, à nos ingénieurs de se surpasser, d'innover et d'aller de l'avant. On n'aurait pas eu les intelligences artificielles qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas eu de fort pôle R&D dans les entreprises qu'on a actuellement. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, on a de forts pôles R&D. Donc, quel que soit le métier que vous allez prendre en place, journaliste, politicien ou autre, pensez toujours qu'il faut innover déjà. Et qu'il faut toujours garder en tête que la recherche et le développement, que ça soit même dans ces métiers-là, est essentiel. Un politicien qui n'est pas en quête de recherche et de développement de ses propres activités, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il cherche à stagner, qu'il n'est pas en train de se démarquer ou de chercher des solutions à ce qu'il fait. Ok, alors, à partir de là, un peu une synthèse sur tout ce qu'on s'est dit. Voilà, sur ce podcast, le sujet, c'était vraiment de vous présenter un peu l'intérêt, pourquoi faire des études supérieures, l'intérêt d'en faire, et où est-ce que ça débouche. D'accord ? Où est-ce que ça débouche ? Pourquoi faire un bac+8 ? Pourquoi aller ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Et à quoi ça sert ? Mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est de vous encourager à vous méditer sur toutes ces questions. Et que si vous souhaitez arrêter vos études, il faut que ça soit mené aussi dans cette idée de projet. Parce que arrêter des études, c'est aussi en fait en quelque sorte continuer sur un projet d'études. Mais là, c'est votre propre chemin que vous êtes en train de tracer vous-même. C'est vos études personnelles. D'un côté, vous avez vos études supérieures. D'un côté, vous pouvez aussi choisir de monter votre propre projet d'études personnelles. Pensez-y. Et moi, je vous encourage à méditer sur ces questions par rapport à tout ça. Je vais finir la vidéo en racontant rapidement, du coup, dans mon cas, comment ça s'est passé. Moi, j'ai décidé de prendre un parcours en mathématiques assez classique parce que ça m'a toujours plu d'enseigner, toujours plu de chercher la quête du savoir en mathématiques, de comprendre comment notre monde est agencé par ce langage. Ça m'a toujours, stimulé, encouragé. J'ai eu aussi des bons enseignants. Et surtout, ça m'a permis à mieux comprendre comment aussi certains mécanismes du monde autour de moi fonctionnent. Et c'est ça que j'essaye de vous communiquer à travers cette vidéo. C'est l'importance de se dire qu'il y a un mécanisme autour de nous et pour pouvoir bien l'assimiler et le comprendre, il faut des fois se remettre en question constamment. Voilà, mon slogan c'est un peu ça. Je suis sûr d'une seule chose. Il y a une seule chose dont je suis convaincu, c'est que je ne suis sûr d'absolument rien. Je remets constamment tout en question. Bien sûr, d'un moment, à force de remettre tout en question, on se construit des bases solides, qu'on remet de moins en moins en question, mais qu'on peut encore remettre en question. Mais je suis sûr d'une seule et unique chose, c'est que je ne suis sûr de rien. Et ça me permet toujours d'avancer et les mathématiques m'ont poussé là-dedans. C'est pour ça que je me suis dit, pour moi, les mathématiques, c'est une évidence.
Et quand j'ai fini mon master, j'étais content, je voulais être un enseignant, je voulais partager mon savoir, je voulais communiquer. J'ai passé des années extraordinaires à enseigner, j'ai adoré ça. Mais j'ai voulu aller plus loin. Comme je dis, j'étais en quête d'innovation, de recherche et de développement. Et cette quête-là m'a amené à la thèse et c'est ça qui me dit aujourd'hui, je veux continuer à apporter des choses, mais je veux aussi en même temps continuer à innover et à faire de la recherche et du développement. J'espère que tout ce que je viens de vous dire quand même, voilà, va vous pousser en tout cas à persévérer dans vos objectifs personnels, à vous aider à vous dire mais qu'est-ce que vous voulez vous vraiment, à y réfléchir, mais surtout n'écoutez pas trop des vidéos qui vous disent que les choses fonctionnent d'une façon unilatérale. Il n'y a pas de formule magique à part apprenez à vous connaître et faites vos propres choix. Personne ne doit faire votre choix à votre place. Je ne vous dirai jamais tu devrais faire ceci, cela, cela, c'est la meilleure chose pour toi. Non, parce que la meilleure chose pour vous, il n'y a que vous qui le savez. Personne d'autre. Je ne pourrai jamais vous dire la meilleure chose pour vous, c'est de faire ça, ça, ça. La meilleure chose pour vous, c'est de vous construire votre propre chemin et d'être sûr, en tout cas, que vous êtes à l'aise là-dessus, que vous êtes en paix et que vous ne le regretterez pas. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Et c'est ça le conseil fondamental que je donnerais à toutes les personnes qui souhaitent en tout cas monter un projet d'études. Voilà, c'est de réfléchir à ça. À tous les gens en tout cas qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas que vous soyez jeune en recherche d'études, en tout cas à vous poser ces questions. Mais même si vous êtes dans votre travail aujourd'hui et que vous avez des doutes, à vous poser ces questions. Moi, je n'ai pas de doute, en tout cas, sur comment je vais mener mes prochaines années professionnelles. Parce que je suis en paix avec ce que je souhaite et je suis en paix avec ça. J'ai juste besoin de davantage mieux me connaître. Parce qu'on est toujours en quête d'expérience et de mieux se connaître. Je veux expérimenter, je veux mieux me connaître parce que c'est ça qui va me permettre aussi d'aller de l'avant et d'être davantage en paix avec moi-même. C'est compliqué et tout ça, mais voilà. Alors, tout ça, je l'ai appris aussi par des enchaînements d'échecs dans mon côté. Parce qu'en France, on a un problème, et là je l'aborde pour finir un peu ce podcast. En France, on a un gros problème. Nous avons énormément de mal à accepter l'échec. Alors, je l'ai remarqué au lycée, quand mes élèves échouent un contrôle qui a été important pour eux, ils le vivaient extrêmement mal. Alors que moi, je dis, c'est pas grave, t'as échoué. Enfin, moi, un élève qui avait 7, 8, ça arrive, j'en fais pas un drame, mais pour eux, c'était la fin du monde. Et je comprends parce que ça va dans leur dossier et tout ça. Bon, ça les stresse. Mais pour eux, c'était la fin du monde. Ils avaient du mal même à se considérer. Ils se dévalorisaient énormément. Et ça me peinait énormément parce que, en fait, il faut, au contraire, je l'ai vu dans d'autres pays, en fait, qu'en France, où l'échec était mieux pris, il faut, au contraire, accepter son échec et ensuite rebondir dessus. Et moi, j'ai eu plein d'échecs. Je n'ai connu que des échecs et j'en connais tous les jours, en fait. Je ne connais que ça. Je ne fais qu'échouer tous les jours dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je fais. Vous imaginez même pas, en plus, ça, c'est frustrant parce que quand vous voyez tous les gens autour de vous, qui eux, c'est tout le contraire, vous vous dites que y a un problème. C'est pas grave, je m'en fous. Je veux échouer, c'est pas grave, mais au moins je veux apprendre. Enfin, je peux échouer, mais au moins je veux apprendre, d'accord ? C'est ça que je veux retenir. Et vous, que vous reteniez aussi, c'est en tout cas, c'est pas grave si vous échouez, mais retenez-y quelque chose, évoluez, grandissez et soyez meilleur. D'accord ? Parce que quel que soit le monde professionnel que vous envisagez, c'est ça qui va vous aider à mieux l'appréhender et à aller de l'avant. Voilà, j'espère que ce podcast en tout cas vous a plu. Moi, ça m'a plu de vous partager en tout cas pendant une petite heure, presque une heure, en tout cas tous ces petits conseils. Je vous encourage à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire comme je vous ai dit en dessous de la vidéo, de partager vos impressions. J'espère que cette vidéo podcast vous a plu suite à la vidéo de Science Trash que je vous invite donc à aller voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, à regarder les autres podcasts de la chaîne. Et surtout, voilà, ne vous inquiétez pas, quel que soit le choix que vous fassiez, d'accord ? Comme je vous ai dit, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours la possibilité de rebondir. Et ça, on l'oublie. Quand j'étais en dépression, je brassais du noir totalement, moi. Je brassais du noir. C'était impossible quand j'ai eu ma dépression. Mais en fait, non, il faut pas s'inquiéter. Il est toujours possible de rebondir. La vie est faite de plein de rebondissements. Et c'est ça que je garde en tête tous les jours quand je me lève parce que je vous peux dire, j'échoue tous les jours comme je vous ai dit. Donc c'est ça qui me maintient et c'est ça qui me permet d'aller de l'avant. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, ciao!